Merci beaucoup d'être présent et présente aujourd'hui. Du coup, nous, on est ici pour... c'est surtout Théo qui va vous parler, parce que c'est lui qui a fait un gros travail. J'introduis juste un petit peu ce qu'il a pu faire pendant les quelques mois qu'il est resté au laboratoire, au Latmos. Donc, on est représentant et représentante de la commission environnement avec David ici. En fait, donc cette commission s'est officialisée, a été officialisée par le conseil de laboratoire en janvier de cette année. Mais avant, il y avait des discussions, des envies de travailler et d'investir le sujet de l'impact que notre laboratoire pouvait avoir de manière globale, environnementale, sociale, etc. Et particulièrement là, dans le cadre du travail de Théo, d'un point de vue de son impact carbone. Et donc, un des premiers sujets que notre commission a investi, c'était d'essayer de calculer le bilan carbone du Latmos pour après comprendre les enjeux qu'il y a derrière tout cet impact et tenter de réduire le bilan et voilà, de proposer des solutions à ce bilan. Du coup, Théo, je vais te laisser la parole, je pense, et peut-être te présenter ton stage. Voilà. Okay. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, oui, l'année dernière, j'ai effectué le stage au Latmos pendant 5 mois, entre avril, cette année en 2021, entre avril et août, dans le cadre de mon Master 1 en études de développement et de l'environnement, parcours transition vers la soutenabilité, donc à l'UVSQ. Et du coup, dans le cadre de ce Master 1, et pour pouvoir le valider, j'ai participé au calcul du bilan GES du laboratoire. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que je vais vous présenter aujourd'hui la méthodologie et les résultats qui en découlent. La méthodologie, tout le parcours qui s'est effectué pour pouvoir obtenir les résultats qu'on a pu avoir, et dans l'objectif d'obtenir un cadre présentant les émissions, les principaux postes d'émissions du Latmos et de ses émissions de gaz à effet de serre. Donc, en premier point, pour un petit sommaire de cette présentation, déjà dans un premier temps, je vous parlerai de la méthode générale et des points qui ont été gardés pour pouvoir établir une méthode efficace pour avoir des résultats assez fiables. Ensuite, les postes d'émission qui ont été retenus. Donc là, c'est pareil, on a dû rechercher les postes d'émission qui pouvaient être les plus significatifs et avec une base de données présente pour pouvoir calculer justement les émissions qui découlent de ces activités. Ensuite, les outils de calcul qui nous ont permis justement d'obtenir les résultats obtenus, une mise en contexte de ces résultats et enfin un bilan de ce qu'on a pu obtenir. Donc, quelques définitions déjà pour commencer. Pour ce qui concerne le bilan GES, donc le bilan GES, c'est une évaluation de la quantité de gaz à effet de serre émise dans l'atmosphère sur une année représentative de toutes les activités d'une organisation. Donc, bilan GES, bilan carbone, c'est un terme déposé, donc on va utiliser bilan GES au cours de la présentation, mais c'est le même terme. Ensuite, un point important qui a été utilisé et qui va être présenté au cours de la présentation, le facteur d'émission. Donc, un facteur d'émission, c'est une donnée qui est utilisée pour transformer une donnée collectée physique de l'activité, donc en l'occurrence du Latmos, en une quantité de gaz à effet de serre. Et enfin, les unités qui vont être, dont on va longuement parler ici, sont notées en équivalent de dioxyde de carbone, donc CO2 équivalent. Ça va pouvoir permettre d'ajouter tout un ensemble de gaz à effet de serre autre que le dioxyde de carbone. Donc, dans un premier temps, donc, en tant que première action de la commission responsabilité environnementale, c'était de pouvoir quantifier l'empreinte carbone du labo et avec l'objectif d'avoir des données sur une année représentative de son fonctionnement, avec pour rôle de déterminer les principaux postes d'émission et aussi pour permettre d'appliquer une certaine réflexivité sur les démarches scientifiques qui sont effectuées au Latmos et une action qui va permettre de déterminer les principales pratiques scientifiques les plus émettrices en gaz à effet de serre. Donc, le premier point était de déterminer une année de référence. Donc, l'année de référence, ça va être l'une des premières choses à considérer quand on effectue un bilan GES, avec
pour objectif d'analyser sur une année représentative du fonctionnement du laboratoire des émissions. Cette année, elle va permettre de délimiter entre deux dates prédéfinies des postes d'émissions qui vont être calculés pour en connaître les émissions de gaz à effet de serre. Et par la suite, de pouvoir comparer ce bilan avec d'autres bilans qui seront faits dans le futur potentiellement. Ici, c'est le premier bilan GES du LATMOS. Donc, il n'y a pas eu de base précédente pour pouvoir comparer avec un bilan antérieur. Mais celui-ci va servir en tant que base pour les prochains bilans qui seront sûrement faits ici, pour pouvoir constater une amélioration ou non en fonction des leviers d'action qui ont été mis en place et de pouvoir constater une évolution. Pour cette année de référence, alors évidemment, ça ne peut pas être une année qui correspond à celle déjà en cours, donc en l'occurrence 2021. Il faut bien sûr avoir toutes les données d'une année qui a déjà été écoulée. Et 2020 n'a pas été gardé non plus pour une raison assez évidente de la pandémie de crise Covid-19 qui, selon nous, ne représentait pas, n'était pas suffisamment représentatif pour une année de fonctionnement normale, disons, du laboratoire. Donc, c'est pour cette raison qu'on a récolté des données allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, lorsque cela a été possible. Ensuite, le périmètre organisationnel. Donc là, c'est le deuxième point qui est travaillé juste après avoir déterminé l'année de référence sur laquelle on travaille et on se base pour collecter les données du bilan. Donc, étant donné que ce n'est pas basé sur une expérience antérieure du LATMOS, il y a eu une recherche qui s'est faite tout autour de la création d'un premier bilan GES et des postes qui peuvent potentiellement être pris en compte dans ce bilan. On a décidé de ne pas réaliser un bilan GES réglementaire comme ça peut être effectué pour les bilans de gaz à effet de serre qui sont obligatoires, qui sont rendus obligatoires. Pour une raison, c'est que le LATMOS n'est pas une entité juridique, donc il n'est pas soumis à l'obligation d'effectuer au minimum avec le scope 1 et 2 les deux premières catégories de gaz à effet de serre tous les 3 ans pour les personnes morales de droit public employant plus de 250 employés. Donc ici, les émissions qui ont été comptabilisées, ce sont des émissions qui sont contrôlées par l'ATMOS. Donc on appelle ça le contrôle opérationnel. Ça veut dire que ce sont toutes les émissions sur lesquelles le laboratoire peut agir et peut avoir un contrôle sur des politiques financières ou des politiques opérationnelles et des leviers d'action qui peuvent être déployés, des leviers d'action qui peuvent être mis en place par la suite. Donc ici, il va prendre en compte tout ce qui est émis par le laboratoire et du coup des émissions qui ne seraient pas présentes si le laboratoire n'existait tout simplement pas. C'est pour cela que pour certains postes d'émissions, un ensemble le cycle a été pris en compte. Par exemple, pour tout ce qui concerne les achats, ce n'est pas seulement l'utilisation qui en a été faite, qui a été comptabilisée dans le bilan GES, mais bien de l'extraction des matières premières jusqu'au fin de cycle de vie du produit. Donc, c'est dans cette optique-là que le contrôle opérationnel a été gardé. D'ailleurs, c'est le c'est le périmètre organisationnel qui est utilisé le plus fréquemment pour les laboratoires de recherche dans les bilans GES. Donc, on s'est aussi inspiré des précédents bilans qui ont été effectués, notamment l'SCE ou l'Océan, par exemple. Donc, ça nous a permis d'avoir une structure, déjà des premiers exemples sur le domaine, sur quoi se diriger par la suite. Et étant donné que l'ATMOS il est réparti aussi bien à Guyancourt et aussi à Jussieu, on a comptabilisé les deux campus pour avoir le bilan GES le plus exhaustif possible et avoir les données les plus fiables pour pouvoir comparer les activités aussi et d'avoir quelque chose d'assez représentatif finalement. Alors, après avoir déterminé ce périmètre organisationnel, il fallait déterminer le périmètre opérationnel. Donc là, les 3 scopes ou alors 3 catégories, comme c'est présenté généralement pour le bilan carbone. Ça se découpe en 3 parties avec les émissions de gaz à effet de serre, les émissions de gaz à effet de serre donc directes, les premières, les émissions de gaz à effet de serre à énergie indirecte pour le scope 2, et le scope 3 qui est généralement pas obligatoire, ce sont les autres émissions indirectes de gaz à effet de serre. Donc, on a décidé de prendre en compte les 3 scopes, étant donné que généralement, le troisième, concernant les autres émissions indirectes de gaz à effet de serre, représente la majeure partie des émissions finalement. Donc,
ce serait évidemment un résultat biaisé si les 3 scopes n'avaient pas été pris en compte. Seulement pour ce périmètre opérationnel, on a décidé de répartir différemment les catégories d'émissions et les postes d'émissions, tout simplement parce que ça nous paraissait plus intuitif de répartir cela en fonction de la collecte de données par la suite, de pouvoir prévoir ensuite la façon dont nous allons collecter les informations et de répartir ça de manière à ce qu'on puisse avoir des informations auprès d'une personne, parfois seulement, et de pouvoir collecter assez rapidement toutes ces informations en répartissant ça de manière plus simple, plutôt que de devoir répartir cela comme les 3 scopes et par la suite de devoir revenir auprès d'autres personnes qu'on a déjà eu un entretien, par exemple, pour redemander des informations qu'on aurait pu avoir dès le premier entretien. Donc, c'est de cette façon que la collecte de données s'est faite au travers de discussions, d'entretiens avec les membres du laboratoire, avec tout le personnel. Et d'ailleurs, la commission environnementale avait précisé en amont du stage qu'il y allait avoir une collecte d'informations qui allait s'effectuer pour pouvoir avoir le plus d'informations possible et de pouvoir effectuer des entretiens assez facilement. Donc, pour les postes d'émission qui ont été gardés, donc là, ici, vous avez la représentation avec ce tableau à gauche des catégories d'émissions, donc avec les énergies, les déplacements de personnes, donc ce qui concerne les transports, les achats comme troisième catégorie, les immobilisations et les activités scientifiques externes. Et parmi ces catégories, on a regroupé les postes d'émission qui sont présentés par l'ADEME, donc par rapport aux postes d'émission d'un point de vue du bilan GES réglementaire, et qu'on a réparti par la suite en fonction de ces catégories, donc avec le chauffage, l'électricité, par exemple, pour les énergies, les déplacements de personnes en ce qui concerne les déplacements professionnels, domicile-travail aussi, qui a été pris en compte, les véhicules de service. Donc les achats, ça concerne tous les achats de biens et services. Les immobilisations, donc ça concerne l'amortissement de la construction des bâtiments qui sont occupés par l'ATMOS. Pareil pour les infrastructures de parking. La fabrication des véhicules de service et enfin pour les activités scientifiques externes, on a comptabilisé les campagnes effectuées en avion et les heures de calcul externes. Donc, il y a certains postes aussi qui n'ont pas été gardés. Dans le bilan GES réglementaire, il y a d'autres postes qui tout simplement ne concernent pas l'Atmos ici, soit parce que la donnée n'était pas suffisamment fiable pour être intégrée au bilan GES et l'incertitude aurait été trop élevée, ou alors tout simplement parce que ça ne concerne pas le fonctionnement d'un laboratoire de recherche, comme par exemple le poste des investissements ou alors pour les établissements de franchise, par exemple. Donc ça, évidemment, ça n'a pas été comptabilisé pour le LATMOS, mais l'objectif a quand même été d'avoir la plus grande exhaustivité possible et de prendre en compte le plus de postes d'émission qui nous étaient disponibles. Qui peut être assez facilement collecté. Chaque poste d'émission, dans la méthodologie que j'ai rédigée au cours du stage, on a découpé ça en 6 parties avec d'abord la source de la donnée, donc pour aussi l'objectif ici, c'est de faciliter les prochains bilans GES et de pouvoir savoir à qui demander la donnée. Donc la source de la donnée, c'est la première information à prendre en compte. Ensuite, son traitement, donc de savoir comment travailler la donnée qui a été collectée, quel type de données tout simplement est importante à collecter pour tel ou tel poste d'émission. Le facteur d'émission qui va y être associé. Donc généralement, ce sont des facteurs d'émission de la base carbone de l'ADN. Il y a d'autres bases aussi américaines qui permettent d'avoir des facteurs d'émission un peu plus précis, notamment pour la catégorie des achats. Et ça va être déterminé en fait en fonction du poste d'émission et de ce qu'on veut réellement calculer et de pouvoir adapter en fait en fonction des bases de données différentes les facteurs d'émission qui vont correspondre au mieux au poste qu'on souhaite calculer, donc que ce soit le type de bâtiment pour l'immobilisation et la construction, ou le type d'achat comme je viens de le dire, ou alors le type de données qu'on va collecter, par exemple au niveau énergétique, sous quelle forme la donnée va être collectée, et comment l'interpréter en masse de CO2 équivalent. Donc, ensuite, le résultat, bien sûr, les limites qui peuvent être associées au calcul de chaque poste d'émission et les problématiques qui peuvent en découler, et bien sûr, les améliorations, les pistes d'amélioration ici, ça va concerner notamment
la manière dont on peut faciliter la collecte de données et l'interprétation de ces résultats pour les futurs bilans GES qui seront effectués. Donc, après avoir établi ces postes d'émission, c'est fondamental pour pouvoir déjà avoir une première base sur laquelle se baser. Les outils de calcul on a recherché des outils de calcul pour nous permettre de calculer ces bilans. Plusieurs outils de calcul existent pour calculer un bilan carbone, un bilan GES. Donc, le bilan carbone en tant que tel, c'est une licence qui permet de calculer assez facilement les informations. C'est une licence qui doit être renouvelée et payée annuellement. Et on a décidé d'utiliser d'autres types d'outils de calcul avec, dans un premier temps, l'outil GES 1.5. Donc, c'est un outil qui a été développé par Labo 1.5. C'est un outil, c'est une interface web qui est assez facile d'utilisation, qui est aussi gratuit et qui nous permet de rentrer des informations concernant plusieurs catégories d'émissions avec les énergies, donc toutes les énergies liées à l'usage des bâtiments, avec la chaleur, la consommation de chaleur, la consommation d'électricité, les fluides frigorigènes, et ensuite les déplacements de personnes. Donc là, ça va comprendre les déplacements professionnels, donc tels que l'émission, les déplacements domicile-travail, les déplacements de véhicules de service. Donc ça va être les deux catégories d'émissions principales qui vont être comptabilisées. Évidemment, la limite, c'est que ça ne comprend pas tous les postes d'émission et toutes les catégories d'émissions que l'on souhaitait calculer pour le bilan GES du laboratoire. C'est pour ça que un tableur Excel a été utilisé en complément de cet outil développé par Labo 1.5 pour nous permettre de rajouter les catégories telles que les achats ou les activités scientifiques externes, bien que l'outil de GES 1.5 devrait ajouter assez rapidement la catégorie des achats. Évidemment, c'était obligatoire d'utiliser un outil complémentaire pour éviter d'avoir un résultat biaisé sur seulement deux catégories d'émissions finalement. Et étant donné que GES 1.5 est développé spécialement pour les laboratoires de recherche, c'est vrai que l'interface était assez intuitive pour pouvoir compléter les informations concernant un labo de recherche. Et ensuite, il était même possible de pouvoir partager ces données, donc les données obtenues du LATMOS, pour en avoir un bilan assez commun et de pouvoir comparer les techniques de collecte de données et les informations, les résultats aussi surtout, qui peuvent en découler, et puis des cercles de discussion autour des leviers d'action qui peuvent être mis en place par la suite par rapport aux résultats qui ont été obtenus. Bien que le tableur Excel soit bien plus précis dans le sens où les facteurs d'émission peuvent être ajoutés manuellement. Donc, c'est plus long, c'est plus chronophage, mais les données vont être assez précises concernant des postes d'émission particuliers avec des facteurs d'émission qui vont correspondre normalement le plus possible pour pouvoir avoir une donnée à la fin en CO2 équivalent qui reflète correctement les émissions de cet achat ou alors de cette consommation énergétique ou de ce déplacement. Donc, simplement, pour calculer et pour avoir la donnée finale de cette masse de CO2 équivalent, il faut collecter cette donnée de l'activité et ensuite, il faut la multiplier avec un facteur d'émission. Donc, le facteur d'émission qui est censé correspondre à la donnée de l'activité de la manière la plus précise possible pour obtenir justement cette masse en CO2 équivalent. Donc après avoir effectué cela, après pour chaque poste d'émission avoir collecté toutes les données d'activité et en avoir associé des facteurs d'émission, le résultat suivant concernant le total des émissions du LATMOS, représentant ici 2090 tonnes de CO2 équivalent, donc soit environ 11,9 tonnes de CO2 équivalent par personne par an, donc pour l'année 2019 ici. En comparaison avec les objectifs des accords de Paris, les accords de Paris, ça préconise 2 tonnes de CO2 équivalent par personne par an. Donc, même pas besoin de faire le calcul pour constater de façon assez évidente que ici, les émissions d'une personne travaillant au LATMOS, c'est 6 fois plus élevé que les objectifs des accords de Paris, bien qu'ici, les 2 tonnes de CO2 équivalent par personne par an correspondent à l'activité personnelle et professionnelle pour une personne.
Les 11,9 tonnes, ça concerne seulement l'activité professionnelle des membres du LACMOS. Et en l'occurrence, évidemment, on ne peut pas calculer précisément pour chaque personne ici les données concernant leur activité personnelle. C'est uniquement sur l'activité professionnelle des membres du LACMOS. Et c'est pour cette raison que le résultat paraît d'autant plus important du fait que ici, les données personnelles pour chaque personne travaillant au LACMOS n'ont pas été comptabilisées. Donc, ces 11,9 tonnes, ça représente finalement une partie seulement de l'iceberg, si je peux dire, pour toutes les émissions concernant les personnes travaillant au LACMOS. Donc, on a noté aussi que voilà, pour atteindre ces accords de Paris et en laissant le même budget aux dépenses personnelles et professionnelles, il faudrait 9 ans pour diviser par 12 les émissions de gaz à effet de serre pour les personnes travaillant au LACMOS. Donc, en prenant l'exemple que, par exemple, un Français, lui, moyen ou une Française moyenne, émet 10,8 tonnes de CO2 équivalent par an. Donc, on constate que même en prenant la moyenne française, les émissions uniquement pour l'activité professionnelle des membres du LACMOS est même bien supérieure à la moyenne française comprenant l'activité professionnelle, à la fois professionnelle et personnelle. Donc, en prenant en compte l'activité totale d'une personne et en moyenne par rapport au secteur d'activité en France. Donc, par rapport aux résultats des catégories d'émissions les plus importantes, on a dans un premier temps les catégories des achats, qui représentent 42% ici, les détails des résultats. Donc, 42%, ça représente la partie la plus importante, c'est pour les achats. C'est le secteur, la catégorie d'émissions la plus émettrice du laboratoire pour l'année 2019. S'ensuit les déplacements de personnes. Donc, les déplacements de personnes, c'est 26% du bilan GES du laboratoire. Donc, ça correspond ici à plus de 540 tonnes de CO2 équivalent. Ensuite, nous avons le chauffage d'électricité qui correspond aux énergies liées à l'usage des bâtiments, qui représente la troisième catégorie d'émissions la plus conséquente. Et ensuite, les immobilisations. Donc là, on a pris en compte les parkings, l'amortissement de la construction des parkings, la construction des bâtiments qui sont utilisés par le LACMOS, les locaux utilisés par le LACMOS. Et enfin, les activités scientifiques externes. Donc ici, on a les heures de calcul externes utilisées et les campagnes en avion. Ce sont les données qu'on a pu collecter concernant les campagnes. Et on voit ici que par rapport à toutes ces données qui ont été précisées en tonnes de CO2 équivalent, ça correspond à une différence assez significative avec l'objectif qui est d'une transition soutenable pour 2030, à l'horizon 2030, qui correspondrait ici à une émission totale de 176 tonnes de CO2 équivalent. Donc, pour expliquer ça, en fait, en 2030, à l'horizon 2030, si on suit les objectifs des accords de Paris, ce serait d'avoir les émissions actuelles du laboratoire uniquement en ce qui concerne les amortissements pour les parkings et les bâtiments, donc en soit pour les immobilisations. C'est l'objectif qui devrait être l'objectif à atteindre finalement, ce serait d'avoir ce total d'émissions pour l'activité du laboratoire. On voit bien ici que la différence est très notable et que on peut se poser des questions sur la manière dont on va réduire la catégorie des achats, par exemple, ou de l'énergie, pour descendre à ces 176 tonnes de CO2 équivalent, bien que certaines catégories d'émissions et postes d'émissions, finalement, ne peuvent pas être diminuées. Par exemple, celle des immobilisations, ça concerne les amortissements pour la construction de bâtiments. Ça se réalise sur 15 ans, donc ça veut dire que même si en l'année 2021 ou 2022, aucune construction de bâtiments ou de parking n'a été effectuée, les émissions qui ont été faites depuis les 10 dernières années vont être imputables sur une des années du bilan GES. Donc finalement, il y aura des émissions qui ne peuvent pas être déduites des prochains bilans GES. Donc ça montre encore plus l'accent à mettre sur la diminution d'autres postes d'émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être réduits en modifiant avec des leviers d'action, des plans d'action qui peuvent être mis en place, afin de réduire les émissions les plus importantes du laboratoire, comme les achats ou alors les activités scientifiques externes, par exemple, ou les transports, qui peuvent avoir des plans, des
des actions pour permettre de diminuer leur impact carbone. Là, ici, juste en haut, vous avez une petite partie en noir sur le diagramme circulaire. Ça représente seulement une autre catégorie. Donc là, c'est les fluides frigorigènes qui, normalement, font partie de la catégorie des énergies qui sont liées à l'usage des bâtiments. La fabrication des véhicules de service et leur utilisation, en fait, seulement la donnée était extrêmement faible. Donc, ça paraissait pas correctement sur ce graphique, sur ce diagramme. Mais en fait, elles ont été réparties pour les véhicules de service au déplacement de personnes. Donc, en fait, dans les résultats qui est à gauche, dans le détail, ça a été compris en tant que tel. Pour les fluides, dans la catégorie des énergies et la fabrication des véhicules de service, qui font aussi partie des déplacements de personnes. Donc, rien que déjà avec les deux premières catégories d'émissions les plus importantes, presque 70% du bilan GES du LATMOS est caractérisé par les achats, donc tous les achats qui ont été effectués sur l'année 2019, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, et tous les déplacements de personnes qui ont été effectués, donc les déplacements à l'étranger tels que les missions et les déplacements domicile-travail qui ont été pris en compte à l'aide de la diffusion d'un questionnaire qui a été rempli par les membres du LATMOS pour nous permettre de comprendre le type de déplacements qui ont été effectués au cours de l'année 2019, avec quel type de véhicule, avec la distance qui a pu être effectuée, pour faire une moyenne globale des émissions qui sont liées justement au déplacement domicile-travail. Alors, contrôle opérationnel, ça veut dire que le laboratoire peut agir sur ces émissions. Ici, il est vrai que entre le domicile et le travail, on peut se poser la question de en quoi le LATMOS peut agir sur le fait qu'une personne utilise une voiture ou alors un transport en commun. Mais là, c'était surtout pour prendre en compte le fait que si le LATMOS n'existait tout simplement pas, il n'y aurait pas eu ces déplacements en fait, entre le domicile et le travail de la personne. Alors bien sûr, il peut y avoir des déplacements entre une autre structure, si la personne travaille ailleurs, mais ici, c'était pour bien prendre en compte de manière assez exhaustive le fait que ces déplacements entre le domicile et le travail, bien qu'ils soient obligatoires pour se rendre sur son lieu de travail et au LATMOS, ici, était un des facteurs importants de ce bilan GES et l'un des postes d'émission les plus conséquents juste après les achats, les missions et le chauffage. Donc, c'est pour cette raison ensuite que les achats, pour les distinguer un peu mieux, on les a scindés en plusieurs parties, avec le matériel et l'équipement de laboratoire qui représente le plus gros poste d'émission du laboratoire, la partie informatique, les frais et déplacements pour transport de marchandises. Divers, ça concerne plusieurs achats qui n'ont pas trop de lien avec les autres parties. Et ensuite, l'alimentation et les fournitures qui représente ici 3% du bilan GES. Donc voilà, pour les heures de calcul externes et les compagnies avions, ici ça représente 7% du bilan GES. Donc c'est un peu moins que les immobilisations. Et ensuite, pour les données de chauffage d'électricité, là aussi on a pris en compte bien sûr du coup l'utilisation du chauffage d'électricité au campus de Jussieu. Donc là, c'est à la fois les données correspondant au campus de Guyancourt et aussi le campus présent à Jussieu. Donc voilà. Ensuite, pour un premier bilan de ces données obtenues par rapport au bilan GES du laboratoire, donc on a constaté juste avant que c'était bien trop élevé et que c'était 6 fois supérieur aux objectifs qui avaient été fixés pour permettre de limiter ce réchauffement climatique aux 2 degrés maximum, voire 1,5 degré comme ça a été préconisé pour réduire les émissions, pour limiter ce réchauffement climatique. Ici, ça signifie que chaque humain sur Terre doit limiter ses émissions à 2 tonnes de CO2 équivalent. Donc, ça montre qu'il y a un effort assez drastique à prendre en compte pour que ces 11,9 tonnes de CO2 équivalent diminuent quasiment plus de 6 fois pour
pour permettre de limiter ce réchauffement climatique. Alors évidemment, c'est pour la population mondiale, mais ce serait de pouvoir accentuer cette diminution, notamment pour un secteur ici dans un labo de recherche qui émet de manière particulièrement importante et qui a des émissions qui sont bien trop élevées par rapport à ce qui devrait être représenté. On peut en faire un bilan que pour ce calcul bilan GES, donc évidemment, étant donné que c'était le premier réalisé pour le LATMOS, ça a été particulièrement chronophage dans le sens où très peu de données avaient été collectées avant en ce qui concerne les types de postes d'émission qui ont été considérés dans le bilan. Donc évidemment, il y a eu des réflexions en amont pour effectuer des choix, pour réfléchir à la méthodologie qui va être mise en place, pour avoir des postes d'émission assez précis, des données exhaustives reflétant la réalité le plus possible sur les émissions de gaz à effet de serre du LATMOS. Évidemment, les résultats qui sont obtenus restent une estimation. Donc, c'est dans l'objectif d'avoir une idée globale des postes d'émission qui sont les plus significatives du laboratoire. Donc, évidemment, des estimations ont été faites, des hypothèses, lorsque, par exemple, des données manquaient ou alors que des biais nous semblaient trop importants pour pouvoir inclure la donnée dans le bilan GES, notamment pour le campus de Jussieu, où la délimitation, par exemple, de la consommation énergétique attribuable au LATMOS a été particulièrement compliquée à collecter. Et bien sûr, des estimations ont été faites par rapport à la consommation globale des bâtiments de Sorbonne Université. Donc, on considère toutefois que les données qui ont pu être incorporées à ce bilan sont suffisamment fiables et exhaustives pour ne pas suggérer un nouveau calcul du bilan GES pour cette même année, dans le sens où les données sont censées être un ordre de grandeur et refléter uniquement les postes d'émission, les catégories d'émission les plus significatives, avec pour objectif par la suite d'appliquer des plans d'action, des leviers d'action pour ces catégories d'émissions les plus importantes. Donc, une fois qu'on a déterminé que la catégorie des achats, des déplacements de personnes, de l'énergie étaient les plus importantes, c'est d'avoir une réflexion sur comment réduire ces émissions et ces catégories d'émissions qui sont les plus significatives. Donc, pour conclure par rapport à l'idée que transmet ces résultats et ce bilan GES, on constate d'ailleurs même avec le rapport du GIEC sur les conséquences du réchauffement planétaire, même à 1,5 degré. Je vais vous lire un passage tiré du rapport, où si des mesures d'atténuation renforcées, donc d'atténuation pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre, ne sont pas prises dans les années à venir afin de diminuer fortement les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, le réchauffement planétaire dépassera les 1,5 degrés dans les décennies suivantes et provoquera la perte irréversible des écosystèmes les plus fragiles ainsi que des crises à répétition au sein des populations et des communautés les plus vulnérables. Donc ici, outre le fait d'avoir des résultats et seulement des chiffres pour montrer les émissions de gaz à effet de serre, les tonnes en CO2 équivalent, ça reflète d'autant plus ici l'impact irréversible que ça peut avoir sur le réchauffement global, le réchauffement planétaire, et l'impact que cela peut avoir, et l'impact qui est déjà en cours, notamment pour les régions du monde les plus vulnérables qui ne profitent pas du développement actuel des pays développés tel que le nôtre, et qui subissent l'impact de ce mode de consommation et de ces activités, de ce mode productiviste qui cause justement un dérèglement climatique assez important et qui impacte déjà les populations les plus vulnérables. Donc, d'où l'importance, d'autant plus, de mettre en place ces leviers d'action dans l'objectif de diminuer significativement ces postes d'émissions, de pouvoir réfléchir à une manière alternative d'acheter, de se déplacer, de consommer, dans l'objectif de poursuivre justement ces accords et d'atteindre ces accords le plus rapidement possible. Donc maintenant, le LATMOS dispose
d'un certain ordre de grandeur concernant son empreinte carbone. L'objectif est de mener vers un champ de réflexion qui va permettre d'agir sur ces émissions de gaz à effet de serre et de pouvoir agir le plus efficacement possible sur les mesures qui vont être primordiales pour diminuer le bilan GES du Latmos dans les années à venir. Bonjour Théo, merci pour ton travail et ta formation. Donc là, j'ai une question du chiffre de 11,9 tonnes par an, c'est ça? Juste pour l'activité professionnelle, si je comprends bien. De 2000 Le bilan que tu donnes, oui. C'est 11,9 tonnes par personne. C'est ça, exactement. D'accord. Le public est utilisé pour faire ce calcul des estimations. Il va y avoir des estimations minorées, majorées. Est-ce que tu as, en fait, quelles sont un peu les bornes autour de cette valeur finalement? Tu peux parler dans celui-ci. Ouais, tu peux oui, là, vous entendez? Oui, c'est bon. Alors, les estimations qui ont été faites, c'est notamment pour les données qui, selon nous, n'étaient pas assez précises, en fait. Ou, par exemple, des données concernant une surface ou alors sur une consommation donnée n'étaient pas suffisamment précises pour être attribuables au Latmos. Donc, pour ce qui concerne les 11,9 tonnes de CO2 équivalent, ça correspond à l'activité globale. Donc, ce n'est pas forcément par secteur d'activité concernant les personnes au Latmos, mais une incertitude de 15 à peu près à 20% qui peuvent être attribuables, mais d'un ordre de grandeur, ça reste supérieur à 11 tonnes de CO2 équivalent, entre 11 tonnes de CO2 équivalent et 13 tonnes de CO2 équivalent. Donc, en fait, les estimations qui ont été faites et l'incertitude, ça a été pour certains postes d'émission, mais par exemple, en ce qui concerne les principaux postes, donc des achats, où un listing complet a été collecté pour avoir la totalité des achats sur l'année de 2019. Donc, pour le coup, les 42%, presque la moitié du bilan sont attribuables aux achats. Donc là, pour le coup, la donnée, elle n'a pas été estimée, elle a été réellement collectée. C'est de même pour les déplacements de personnes. Donc, en fait, finalement, presque 70% ici sont collectés un petit peu moins, on va dire 2/3 du bilan a été collecté avec l'émission et les achats. Donc là, pour le coup, il n'y a pas eu d'estimation qui ont été faites parce que ça a été directement collecté auprès de l'extraction de GESLab pour l'émission et pour le listing pour les achats. Et ensuite, c'est notamment au niveau des déplacements domicile-travail où il y a des estimations qui ont été faites parce que toutes les personnes du Latmos n'ont pas répondu au questionnaire déjà. Donc, ça ne nous permettait pas d'avoir une liste exhaustive de tous les déplacements qui ont été faits en 2019. Mais le taux de réponse a été suffisant pour effectuer une moyenne et de pouvoir avoir les informations nécessaires pour considérer les déplacements moyens en 2019 entre le domicile et le Latmos. Donc, c'est en ce sens où là, les estimations ont été faites entre à peu près voilà, une quinzaine de pourcents, 15% à peu près de l'incertitude pour ce type de déplacement. Mais dans l'ensemble, après, ce sont des incertitudes qui sont liées au facteur d'émission. Donc là, finalement, ce n'est pas le fait que les données ne soient pas, il ne soit pas possible de collecter les données au Latmos en particulier. C'est seulement que d'un point de vue structurel, en fait, les facteurs d'émission ont une certaine incertitude. Ça ne correspond pas nécessairement à tout, par exemple, les types d'achats ou les types de déplacements. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins, mais ça tourne entre 5 ou 10% pour les facteurs d'émission. Donc ça, c'est d'une manière globale, ça c'est imputable au bilan GES, n'importe quel bilan GES, où il y aura une incertitude qui sont de toute façon liées à la donnée de l'activité et aux facteurs d'émission. D'accord, merci. Une autre question d'ailleurs. Est-ce que tu ne trouves pas que, si c'est dommage, mais est-ce que c'est pertinent de faire le bilan juste sur une année et pas le faire par exemple sur 10 ans? Parce qu'une année sur l'autre, quand on voit le poste d'achat de 42%, au niveau des missions, ça peut beaucoup varier. C'est en fonction des projets, en fonction des financements d'une année sur l'autre. Bien sûr, sans compter 2020, même par exemple des achats de matériel important, par exemple, un analyseur de réseau, c'est extrêmement coûteux et sans doute très consommateur de carbone, mais on va le garder 20 ans. Donc, est-ce que tu penses là-dessus qu'il n'y a pas. Est-ce que c'est standard de faire année par année ou est-ce que finalement, c'est pas un peu dommage d'enlever la méthodologie? Alors, c'est standard pour un bilan GES de l'effectuer tous les ans. Généralement, c'est tous les ans, répéter ça tous les 3 ans. En fait. Tous les 3 ans, il est censé avoir un bilan GES qui est effectué pour les structures. Donc ça, c'est d'un point de vue réglementaire. Étant donné que le Latmos n'est pas dans l'obligation d'effectuer un bilan GES, ça a été fait uniquement sous le
conseil de la commission environnementale pour pouvoir quantifier l'empreinte carbone du labo. Ensuite, pour les émissions qui peuvent être faites sur une année à un instant T, par exemple la construction de bâtiments ou l'achat d'équipements très coûteux ou très émetteurs, il y a des amortissements qui sont faits pour ces achats-là. Donc, par exemple, si un parking a été construit en 2019, la totalité des émissions ne vont pas être attribuables pour cette année 2019 et pour le bilan GES de 2019. Donc là, en fonction de l'ADEME et des données les plus précises qui sont renouvelées, par exemple, ça va être amorti sur 15 ans et les émissions vont être donc réparties sur les 15 années. Donc là, par exemple, pour le bilan GES du LATMOS, la construction des bâtiments, des parkings, il n'y a pas eu de construction de parking ou de bâtiments précisément en 2019. Mais pour éviter de l'attribuer sur, par exemple, le fait que ça a été construit il y a 5 ans et d'avoir un bilan qui est démesuré pour il y a 5 ans, ça va être réparti et amorti sur plusieurs années. Mais ce n'est pas le cas, excuse-moi, je crois que c'était les 22% dans les achats qui représentaient des équipements qui ont pas acheté des équipements coûteux, mais qui vont aussi être amortis sur les années. Ça n'a pas été pris en compte, c'était vraiment pris en compte sur l'achat de 2019. Oui, c'est ça, sur l'achat de 2019. Pour l'année d'achat, mais qui en fait ont un amortissement assez long et soulève dans le point. Évidemment, oui, il y a énormément de pistes d'amélioration pour chaque. Comme j'avais expliqué au niveau du découpage pour chaque poste d'émission, évidemment, il y a des limites qui ont été constatées, des pistes d'amélioration. Concernant les achats, c'est une des grosses pistes d'amélioration à mettre en place, étant donné que ça représente quand même une grande partie du bilan GES et que pour le coup, certains équipements coûteux et émettant par conséquent énormément de gaz à effet de serre peuvent être répartis et amortis sur plusieurs années. Mais même au niveau des achats, quand on a récupéré le listing, ça a été déjà très compliqué de pouvoir assimiler chaque achat à des facteurs d'émission, soit parce que la liste n'était pas exhaustive parfois, ou alors parce qu'il n'y avait pas de répartition par code NACRE, etc., nous permettant d'avoir une répartition assez fiable concernant chaque poste d'émission et les facteurs d'émission qui vont y être associés, et pour avoir précisément pour tel type d'achat des émissions qui correspondent le mieux possible au coût que ça peut avoir le fait d'acheter tel produit, tel équipement, et de pouvoir en déduire une masse de CO2 équivalente. En fait. D'accord. Et simplement, c'est micro, est-ce que tu as fait le bilan que tu présentes, ça semble être quand même au laboratoire un bilan un peu élevé par rapport à la moyenne de la population. Donc, si je comprends bien, en plus, la moyenne de la population prend aussi les dépenses personnelles, les 10,9 tonnes, même si là-dessus, il y a peut-être aussi des choses à voir, parce que par exemple, le bâtiment, tu as appris que la consommation d'électricité et de chauffage au sein du laboratoire, mais s'il y a plus de personnes qui par exemple ne travaillent pas au laboratoire ou qui font du télétravail, elles vont quand même chez elles consommer aussi plus d'électricité, peut-être plus de chauffage, peut-être un petit truc à voir là-dessus. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de voir aussi ce que dans d'autres secteurs d'activité en France, est-ce qu'il y a par exemple est-ce que tu as fait des comparaisons avec le bilan pour un cadre moyen, ou pour un ouvrier, ou pour par exemple une personne qui est sans activité, pour essayer de comparer à peu près quel est leur bilan carbone, le bilan GES, comparé à des personnels du laboratoire, pour avoir un peu une idée comment on se place finalement, nous, là-dedans. Généralement, en ce qui concerne les émissions globales, ça tournait autour de 8 tonnes de CO2 équivalent. Donc, ça reste bien supérieur à l'objectif des 2 tonnes de CO2 équivalent pour un point de vue professionnel. Mais c'est vrai que dans la part… Il n'y a personne qui atteint les 2 tonnes en France. Il n'y a aucun secteur qui… Non, de manière globale, non, on est bien au-dessus. Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont approches un peu plus, pas à 6 tonnes, pour un peu se rendre compte en fait. En secteur d'activité, je pense que ça dépend aussi de l'activité personnelle des individus. Donc, pour le coup, même si l'activité professionnelle peut être réduite à peut-être 2 ou 3 tonnes de CO2 équivalent, ça va être de prendre en compte, là, parce que les 10,8 tonnes, ça représente l'activité personnelle et professionnelle. Ouais. Donc, évidemment, pour le LATMOS, on n'a pas collecté individuellement pour chaque personne l'activité personnelle qui peut être effectuée. Donc là, c'est seulement professionnel. Mais après, pour des secteurs d'activité, ça va dépendre aussi de l'activité personnelle
de la personne et de l'impact que ça va avoir si, par exemple, une personne travaille dans un secteur d'activité autre qu'un laboratoire de recherche, où la structure n'achète pas des équipements scientifiques extrêmement coûteux et engendrant des émissions de gaz à effet de serre assez conséquentes. Pour le coup, il peut y avoir en contrepartie une activité personnelle, une utilisation fréquente de l'avion, un type de consommation qui va engendrer des émissions de gaz à effet de serre et un peu pallier justement à ce faible secteur d'activité. Donc finalement, ça va dépendre aussi de l'activité personnelle des individus. Et de manière globale, les émissions de gaz à effet de serre pour un laboratoire de recherche restent bien au-dessus d'autres secteurs d'activité. Je comprends bien. Je fais simplement la remarque, c'est vraiment intéressant parce que je suppose que les autres entreprises mettent aussi, font aussi ces bilans. Dans d'autres secteurs, ce serait intéressant, par exemple, pour d'autres types d'entreprises, de justement voir que le bilan professionnel et essayer de les comparer pour peut-être voir un petit peu. Merci. Oui, si je peux me permettre d'ajouter un petit point à la réponse de Théo. Alors oui, ça sera, ou à ta question aussi, ça serait intéressant. Mais ce serait intéressant pourquoi en fait? Parce qu'au final, quel est l'objectif? L'objectif, on a un palier à atteindre de manière globale et de manière commune. Il faut savoir qu'il y a des gens qui sont pires que nous, des gens qui sont mieux que nous. Dans le travail qu'on a à faire, nous, pour rentrer dans les clous, ce n'est pas très intéressant. Je trouve que c'est intéressant pour se rendre compte, entre guillemets, quel effort il faudrait faire, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le secteur pour tendre vers ces objectifs. Oui, il faut que ça soit dans le même truc d'activité, dans les secteurs d'activité des labos de recherche. Les premiers bilans, par exemple, du LSCE ou de l'Océan qui sont sortis, c'est 9 pour l'un et 10 pour l'autre tonnes. C'est vraiment dans le même ordre de grandeur, quoi. Après, si tu veux comparer ça à un paysan boulanger, par exemple, bah, ça ne donne aucune piste d'amélioration, à part devenir paysan boulanger. Si le paysan artisan boulanger est déjà à 6 ou 7 tonnes, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Je crois qu'on compare les bilans des différents sites. On utilise la même méthode, de calcul, c'est-à-dire le bilan GES de l'ADEME. Ou est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui permettent d'effectuer un bilan carbone, sur lequel d'ailleurs les entreprises peuvent se. Alors, les entreprises, elles se basent sur un bilan réglementaire, le bilan carbone. Donc, ce n'est pas nécessairement le même que pour le bilan GES. Là, ça ressemble davantage aux bilans qui ont pu être faits au LSCE ou à l'Océan, avec des postes d'émission qui sont pris en compte pour un laboratoire de recherche. Par contre, quand c'est pour des entreprises qui sont dans l'obligation d'effectuer un bilan carbone, là, il y a les deux premières catégories, donc les catégories liées à la consommation énergétique et les émissions directes, donc le scope 1 et 2, ils vont être obligatoirement pris en compte dans le bilan GES tous les 3 ans, dans le bilan carbone, du coup, tous les 3 ans pour les autres structures. Mais en l'occurrence, pour le LSCE, c'était le même système, enfin la même méthodologie, c'était le ADEME. C'est ça. En fait, ils ont pris. En fait, l'ADEME, ça va être tout ce qui concerne la base carbone. Donc là, ça va être surtout pour les facteurs d'émission. L'ADEME, il présente aussi le point de vue réglementaire avec le bilan carbone classique effectué par les structures qui sont dans l'obligation de le faire. Après, pour les labos de recherche qui sont pas dans l'obligation d'effectuer un bilan carbone, c'est pour ça qu'on s'est permis en fait de modifier la structure seulement d'un point de vue des catégories et des postes d'émission, même si à la fin, les 3 scopes du bilan carbone réglementaire ont été comptabilisés dans le bilan GES. Ici, ça ressemble davantage à ce que le LSC ou l'Océan a pu faire, à ce qu'ils ont pu faire pour quantifier leur empreinte carbone. Quand Théo il dit qu'on a modifié les scopes, c'est juste qu'on a mis ensemble les catégories qui me paraissaient être plus compréhensibles de recommandation pour le labo, pour communiquer sur ce résultat. On n'a pas modifié la façon de faire un bilan et quoi quantifier. Oui, tu voulais peut-être la parole. Oui, non, la seule remarque que je veux faire, c'est celle qu'a fait, c'est que le bilan qu'il a, il est tout à fait cohérent avec les autres valeurs des laboratoires similaires aux nôtres qui ont fait aussi ce bilan. Donc, on est totalement dans le même ordre de grandeur. Donc, finalement, ça montre finalement que l'Atmos n'est pas une exception, qu'il n'y a pas quelque chose de particulièrement anormal. En tout cas, en appliquant la même méthodologie à des laboratoires qui font le même genre de choses, on obtient des résultats assez similaires, avec des postes d'ailleurs qui sont la répartition en postes aussi est similaire. Ce n'est pas juste la valeur absolue, c'est le découpage dans les différents postes qui est assez similaire d'un laboratoire à l'autre, avec ses spécificités. Par exemple, l'Océan qui travaille sur l'océan et la mer, du coup, ils ont peut-être plus de missions en bateau que de missions aéroportées, mais voilà, ça, à part ces spécificités-là, la répartition est la même. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans ton bilan,
que les émissions aéroportées sont comptées séparément des déplacements de personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. On considère le fait qu'une mission en avion pour accomplir un objectif scientifique, ce n'est pas la même chose que de prendre l'avion pour aller en conférence. C'est deux choses différentes. Et du coup, en termes de moyens d'action, c'est différent parce qu'évidemment, l'objectif idéal, en tout cas, c'est de réduire les émissions sans pour autant complètement bloquer l'activité. Enfin, idéalement, ce serait de pouvoir réduire les émissions tout en maintenant l'activité du laboratoire. Donc, s'il s'agit d'interdire l'émission aéroportée, par exemple, ça serait peut-être efficace, mais ça pose d'autres problèmes. Donc, il y a aussi cette discussion qu'il faudra avoir sur comment réduire tout en essayant au plus possible de concilier les deux. J'étais surpris de voir la fabrication des véhicules de service. Dans ce cas, je me demande pourquoi on n'a pas une part de la fabrication des avions instrumentés ou une part de la fabrication des fusées, par exemple. Bah ça a été une des longues questions problématiques qui a été faite quand on a pris en compte les activités scientifiques externes. Du fait, et encore là, ici, une limite et une piste d'amélioration, ça a été en fait les données qui ont été collectées tout simplement. On avait comme objectif, dans un premier temps, de prendre en compte l'entièreté des campagnes qui peuvent être effectuées par l'Atmos, donc avec ballon, campagne au sol, campagne avion, avec l'impact de la construction et justement d'attribuer au LATMOS la partie qui est considérée par exemple pour les avions, etc. Pour plusieurs raisons, ça n'a pas été pris en compte. D'abord parce qu'aucune donnée fiable et assez précise n'ont pu être collectées. Donc, on a préféré ne pas l'intégrer en fait, au bilan et à la partie des campagnes. Ensuite, on a fait quelques estimations pour connaître l'impact, par exemple, d'une grosse campagne qui pouvait être effectuée par l'Atmos, dont l'Atmos pouvait faire partie. Et en fait, l'impact carbone qui découlait de la part de la construction de telles choses, globalement, en fait, qui va être attribuée à l'Atmos par la suite, était quasiment négligeable, en fait. Donc, d'un point de vue des données en CO2 équivalent de ce qui pouvait être collecté, finalement, ce sont vraiment les déplacements en avion des campagnes d'avion, donc la consommation qui est effectuée pendant la campagne, pendant les heures de vol, qui représentait un impact assez significatif pour être comptabilisé. Pour ce qui est de la fabrication, la partie qui était attribuable à l'Atmos, c'était bien trop fait pour être compté, et en plus de ça, trop peu fiable pour être incorporé. Donc, avec ces deux paramètres, on a décidé de ne pas rajouter ça au bilan. Du coup, en comparaison avec les avions, on peut aussi compter la part de fabrication des aéroports qui est négligeable. Du coup, on se trouverait un bilan qui est largement supérieur à ce qu'il faut monter. Oui, bien évidemment, c'est sûr. Et après, il y a aussi la problématique du fait de prendre en compte, par exemple, la construction d'aéroports, etc., mais qui potentiellement ont pu être pris en compte dans d'autres bilans de gaz à effet de serre et d'autres bilans carbone. Donc là, on peut se poser la question des doublons qui peuvent être faits entre le calcul de plusieurs bilans carbone. Alors, on n'est pas ici dans une thématique de comparer et d'additionner tous les bilans carbone. C'est pour ça que pour les achats, par exemple, on a pris l'entièreté du cycle d'achat, de l'extraction des matières premières jusqu'à la fin du cycle de vie. On pourrait se dire, pourquoi ne pas faire la même chose pour les aéroports, par exemple? Évidemment, ça peut être une question à se poser de pouvoir déterminer, et encore là, c'est un autre objectif, mais par exemple, la part de la construction de cet aéroport ou de tel autre équipement qui va être attribué à l'Atmos. Encore une fois, là, c'était une part assez faible en ce qui concerne les campagnes, mais il y a un risque aussi de prendre en compte des données qui vont déjà être comptabilisées pour, par exemple, un autre projet qui va prendre en compte une entièreté des émissions de gaz à effet de serre et que nous, que le LATMOS pourrait incorporer ou avoir déjà incorporé dans son bilan. Et pour compléter un tout petit peu la réponse de Théo aussi, c'est que oui, on se retrouve face à une problématique méthodologique très vite quand on fait des bilans carbone. Qu'est-ce qu'on prend en compte, à qui on attribue ces émissions et quand est-ce qu'on s'arrête. Là, on fait face à malheureusement une vraie divergence entre la méthode qu'on utilise, qui doit être rigoureuse et d'une extrême rigueur qui est parfois très lourde, avec ce qu'on essaie juste de démontrer, qui est qu'il y a trop d'émissions. Donc, ne nous acharnons pas sur la méthodologie, sachant qu'à chaque fois, ce qu'on montre, c'est que « Ah, mais oui, mais vous n'avez pas pris ça en compte ». C'est vrai que ça grossirait indéfiniment le chiffre. En fait, la conclusion, elle est déjà là. On est trop émetteur, c'est tout. Et même avec une méthodologie plus précise, on serait encore plus émetteur. Donc, bon, le diagnostic peut être posé quand même. Je crois qu'il faut vraiment se méfier de faire des sommes de bilan GES parce que
on peut sommer plus des choses effectivement qui sont comptabilisées plusieurs fois. Moi, je voulais juste revenir sur ce que tu disais, Loïc. Je ne sais plus comment tu le formulais, mais je me réfléchis sur les idées en place. Aujourd'hui, sur les 10 tonnes en gros que émet un Français, il y en a 2 tonnes qui viennent des services publics. Donc aujourd'hui, un enfant qui naît, il est déjà en fait au niveau qui serait requis pour arriver à ce qu'il faudrait. Donc, on part de base avec les services publics. Ils donnent un service effectivement, mais ils impactent le bilan carbone des personnes à cette hauteur-là. Et c'est là où ça me perturbe un petit peu dans ma réflexion, c'est sur le fait de prendre le bilan carbone du Latmos et de le diviser par 250. Ça me chiffonne. Je me sens pas particulièrement destinataire en fait des tonnes équivalent CO2 générées par le Latmos, dans la mesure où c'est un service public. Alors après, donc, se pose la question de la valeur en fait de la tonne équivalent CO2 posée par chaque entité qui la génère et par les personnes qui les génèrent. Mais je ne sais pas si on peut vraiment dire telle personne, vu qu'elle travaille au Latmos, elle génère en gros 15 à 20 tonnes équivalent CO2 en pro plus perso, alors qu'en fait l'activité qu'elle génère, elle le fait pour à viser d'un service public. Alors est-ce qu'il faut garder ce service public ou pas, c'est une grande question. Mais je ne sais pas si on peut vraiment comparer la valeur que tu as trouvée, Théo, à la valeur toute intégrée, à la moyenne toute intégrée d'un Français ou d'une Française. Moi, ça me perturbe un petit peu de faire cette comparaison directement. Oui, après, c'est sûr que ça. En fait, évidemment, s'il n'y aurait pas de personnes, là, c'est d'un point de vue de la structure. Donc, déjà, le principal chiffre, c'est 2090 tonnes de CO2. Là, c'est ce qui est émis par l'Atmos. Après, le découpage, il pourrait être bien plus précis pour chaque personne, par secteur en plus, pour déterminer. Tout le monde n'émet pas de la même façon, même au l'Atmos. Mais c'était davantage pour avoir une idée de ce que pouvaient représenter ces 2090 tonnes de CO2 équivalent pour une structure. Parce que dit comme ça, 2090 tonnes, ça dépend du nombre de personnes travaillant dans la structure, du type de structure, etc. Là, c'était pour comparer vraiment avec les émissions d'un Français moyen sur ses activités pro et perso, et de pouvoir comparer globalement, on se dit, si on divise ces émissions-là du Latmos, ça va correspondre à peu près à ces émissions-là par personne, en fait. Je ne sais pas si c'est si pertinent, parce qu'il faut peut-être mieux réfléchir en disant le Latmos, il produit ça, le Latmos, il sert à ça. Et pour faire la même chose, et si on a envie que ça continue, il faut qu'il diminue son bilan global. Et après, finalement, le nombre de personnes, je ne sais pas si c'est très pertinent. Après, d'un autre sens, particulier. Un peu plus compte à quoi ça correspond, parce que j'ai donné les quelques pour le labo. Moi, ça ne va pas me parler du tout, par exemple. Alors que si on remet ça sur une personne, déjà, on peut un peu plus comparer. Oui, mais tu ne peux pas agir vraiment. Ça, c'est ce que disait très bien Xavier. C'est système, c'est-à-dire par fonction. Oui, il vaut mieux avoir une approche, pas par personne, mais par fonction. Un approche système avec une architecture fonctionnelle permettant de dire par fonction, voilà ce qu'on produit comme. Et pas amélioré par personne, mais par fonction, exactement comme tu dis. On n'a pas eu le détail. Le problème, c'est que là, pour l'instant, on n'a pas pu avoir le détail de par fonction dans le laboratoire, chercheurs, ingénieurs, administratifs, etc. On ne peut pas avoir le détail à ce point. Pour l'instant, c'est pour ça que c'est plus facile de faire une moyenne. Je pense que le dire Gabriel, Ce que veut dire Gabriel, c'est que si on vient comparer la moyenne par personne en bilan carbone, c'est-à-dire que si on compare par exemple une entreprise Amazon à une entreprise comme la nôtre, du coup, voilà, le lien voilà, il n'y a pas de rapport entre les deux. Je suis d'accord que la comparaison par un français moyen, on peut amener d'autres points de vue et d'autres explications.
domestication, enfin, domestication de point de vue C'est pour dire la même chose en fait. Un petit peu, mais quand on compte nos achats dans notre bilan carbone, ça veut dire qu'on ne les compte pas dans le bilan des fournisseurs. Quelqu'un qui a une activité commerciale, il compte ses achats, mais il ne compte pas effectivement, enfin, ce qu'il a vendu à l'extérieur devient attribué au bilan carbone du client et pas du fournisseur. Nous, on est par nature, comme on a insisté, comme le disait Gabriel, on est en bouchade. Donc forcément, on récupère plein de trucs et puis on ne donne rien. Donc en fait, la question, c'est dans quelle mesure, dans quelle mesure on est prêt à ce que le sous-vêtement produce, que les laboratoires de recherche produisent au sens large, soit un apport qui coûte tant de tonnes de CO2, mais je dirais par bénéficiaire, pas seulement par employé d'Atos. Donc qui bénéficie de ce qu'on fait? Et c'est ça, en gros, le numérateur, les tonnes de CO2, c'est très bien déterminé, mais le dénominateur, pourquoi les gens qui travaillent l'Atmos, c'est pas une autre quantité qui peut être, on peut dire, c'est tous les Français, voire c'est l'humanité, mais ça n'a pas de sens non plus. C'est une question pas évidente du tout, et une question en fait qui est politique et qui est plus scientifique du tout.